Ma famille a préféré la baby shower de ma sœur à mon mariage. Même mon père, qui m'avait promis l'hôtel, était absent. Le lendemain, j'ai posté une photo. 1 heure plus tard, mon téléphone explosait, 417 appels et messages. Tu peux te marier n'importe quand, Thérèse. C'est mon premier bébé. C'est ce que ma sœur a dit 6 semaines avant que je ne marche vers l'hôtel dans un jardin rempli de chaises vides. Elle l'a dit avec désinvolture, comme si elle choisissait entre 2 cafés, comme si le jour de mon mariage était flexible, facultatif, quelque chose que je pouvais simplement décaler. Alors elle a réservé sa baby shower exactement le même jour, à la même heure. Et un par un, toute ma famille l'a choisi. Ma mère, mes tantes, mes cousins, même mon père, l'homme qui m'avait jadis tenu la main et promis qu'il m'accompagnerait jusqu'à l'hôtel. Il a choisi des petits fours et du champagne dans un club privé, plutôt que les vœux de mariage de sa propre fille. Cette personnes sont venues à mon mariage. 417 messages sont arrivés après qu'ils ont vu ce qu'ils avaient manqué. Mais j'y reviendrai. Je m'appelle Thérèse Dubois. J'ai 29 ans. Et pour comprendre comment tout s'est effondré, je dois vous ramener 6 mois avant mon mariage, à un repas de Noël où mon père a regardé mon fiancé droit dans les yeux et lui a dit qu'il ne ferait jamais rien de bon. Dans la famille Dubois, il y avait une règle que personne ne prononçait jamais à voix haute. Tout tournait autour de ma sœur aînée, Valérie Dubois. Mon père, Thomas Dubois, a passé plus de 3 décennies en tant que directeur d'agence régionale dans une banque de Bourg-sur-Loire, Anjou, fiable, prévisible, le genre d'homme qui portait les mêmes montres, les mêmes costumes, et appelait cela de la discipline. Ma mère, Hélène Dubois, restait à la maison. Elle organisait des déjeuners de charité, des clubs de lecture, et veillait à ce que notre maison à Neuville-sur-Loire soit toujours impeccable. Façade blanche, volets noirs, fleurs fraîches le long de l'allée. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille que tout le monde admirait. De l'intérieur, c'était une toute autre histoire. Valérie a épousé Cédric Moreau il y a 5 ans. La famille Moreau possédait une entreprise de développement commercial à travers toute la Bretagne Sud. Ou du moins, c'était le cas à l'époque. À ce moment-là, Cédric était tout ce que mes parents admiraient. Riche, confiant, bien introduit. Il a acheté à Valérie un SUV de luxe flambant neuf, un bracelet en diamant d'une joaillerie de luxe, et plus important encore, il a acheté la loyauté de mes parents. Il a couvert leur prêt immobilier, financé la rénovation de leur cuisine, a donné à ma mère une carte de crédit qu'elle n'avait jamais à réfléchir à 2 fois avant de l'utiliser, et en retour. Toute ma famille traitait Valérie comme si elle avait remporté une compétition invisible à laquelle personne d'autre n'était autorisé à participer. Elle n'a pas travaillé un seul jour en 6 ans. Elle se dit consultante en événementiel. Je n'ai jamais vu un seul événement, mais dans ma famille, faire un riche mariage était la même chose que d'être une réussite. Et puis il y avait moi, Thérèse, la fille cadette, celle qui travaillait comme illustratrice indépendante, livres pour enfants, croquis éditoriaux, projets discrets qui ne venaient pas avec des titres, des bureaux ou des cartes de visite. Celle qui vivait dans un studio loué à Port-Lumière avec des comptoirs tachés de peinture et un canapé que j'avais acheté d'occasion. Je n'ai jamais détesté Valérie d'avoir épousé un homme riche. Je détestais ce que cela me faisait. Cela me rendait invisible. J'ai rencontré Étienne Lefebvre il y a 3 ans lors d'une petite foire d'art à Port-Lumière. Il se tenait devant l'une de ses peintures, une huile représentant une femme assise sur un escalier de secours. La lumière du soleil se prenait dans ses cheveux et il la fixait comme si elle l'avait personnellement offensée. J'ai ri. Il s'est retourné et quelque chose dans sa façon de voir le monde m'a arrêté. Étienne est un peintre réaliste contemporain. Il travaille à l'huile, des portraits, des scènes de ville, ces moments calmes que la plupart des gens ignorent. Le genre de talent que les gens du monde de l'art appellent rare et que ma famille appelle pas un vrai métier. Il vendait des pièces par l'intermédiaire de petites galeries, acceptait des commandes quand elles venaient. Certains mois étaient bons. Certains mois, nous vivions de pâtes et de vin bon marché, mais nous construisions quelque chose de réel, quelque chose d'honnête. Et pour moi, cela importait plus que l'argent ne pourrait jamais le faire. Ma famille n'a jamais compris cela, et elle n'a même jamais essayé. Noël, 8 mois avant le mariage. J'ai emmené Étienne chez mes parents à Neuville-sur-Loire pour le dîner. Valérie est arrivée 10 minutes en retard dans son SUV de luxe flambant neuf, portant 2 bouteilles d'un grand cru bordelais, 200 € chacune, a-t-elle dit en entrant. Juste assez fort pour que tout le monde entende.
J'avais apporté une tarte aux pommes faite maison. J'avais passé 2 heures à la préparer ce matin-là. Ma mère a pris le vin des mains de Valérie comme si c'était quelque chose de sacré. Elle l'a placé soigneusement au centre de la table. Elle n'a pas mentionné la tarte. Le dîner a commencé comme toujours. Poli, contrôlé, théâtral. À mi-chemin, mon père s'est penché vers Étienne avec ce sourire familier. Celui qui semble amical de loin mais n'atteint jamais tout à fait ses yeux. Alors, Étienne, a-t-il dit, coupant sa dinde. Quand comptes-tu trouver un vrai métier? Cédric a ri de l'autre bout de la table, sans même essayer de le cacher. Valérie a légèrement incliné la tête, m'étudiant comme si j'étais quelque chose de fragile. Eh bien, a-t-elle dit doucement, Thérèse a quelqu'un. Sa voix était empreinte de pitié. Étienne n'a pas répondu. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas discuté. Il a juste tendu la main sous la table et a serré la mienne. C'était qui il était. Calme, constant, inébranlable. Ce que personne à cette table ne savait. Ce que je comprenais à peine moi-même, c'est qu'Étienne venait de terminer une grande peinture pour un nouveau client, un client présenté par notre propriétaire. Je n'ai pas posé de questions à l'époque. Je n'ai pas pensé que cela importait. Cela s'avérerait être la chose la plus importante qui nous soit jamais arrivée. Notre propriétaire, Monsieur Léon Lambert, était le genre d'homme que la plupart des gens passeraient sans le remarquer. Fin de la soixantaine, cheveux argentés, portant toujours le même blouson en velours côtelé usé. Il buvait du café noir dans une vieille tasse ébréchée où était écrit Montmartre, Paris. Il possédait le vieil immeuble victorien de la rue des Ormes à Port-Lumière, où Étienne et moi louions le studio au rez-de-chaussée. 800 € par mois, plafond de 3,60 mètres, fenêtres orientées nord, assez d'espace pour vivre et travailler. C'était absurdement bon marché. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a juste haussé les épaules. Je préfère les artistes aux comptables, a-t-il dit un jour, sans offense pour les comptables. Pour moi, il était juste gentil. L'homme qui nous avait permis de payer le loyer en retard une fois sans frais. L'homme qui apportait des tomates fraîches de son jardin chaque mois d'août. Mais Monsieur Lambert avait cette habitude. Il descendait à l'étage pendant qu'Étienne peignait. Il se tenait tranquillement près du chevalet, café à la main, observant. Et puis il disait des choses comme « la lumière sur la pommette. Pousse-la plus chaude. Juste un peu. » Étienne ajustait et soudain la peinture prenait vie. Un après-midi, Monsieur Lambert a dit quelque chose que j'ai presque oublié. « Votre travail me rappelle quelqu'un que je représentais, a-t-il dit à Étienne. Il vend ses œuvres à 6 chiffres maintenant. » J'ai souri poliment. Je pensais qu'il était juste gentil. À peu près au même moment, Monsieur Lambert a mentionné qu'un de ses amis voulait voir plus d'œuvres d'Étienne. Il a demandé si Étienne pouvait prendre des photos de quelques pièces récentes et les lui envoyer. J'ai supposé que c'était une petite galerie, peut-être un collectionneur local. Rien de majeur. Le monde a une étrange façon de trouver les vrais talents, m'a dit Monsieur Lambert un soir alors que je lavais des pinceaux dans l'évier. Ça prend juste plus de temps quand on est honnête. J'ai hoché la tête. Puis je suis retourné à mes préoccupations concernant les plans de table et les arrangements floraux. J'aurais dû poser plus de questions. En janvier, Étienne a fait sa demande en mariage. Pas de bague au début, juste une question discrète prononcée alors que nous étions allongés sur le sol du studio, entourés de toiles à moitié terminées, la neige tombant dehors par la fenêtre. Plus tard, il a sculpté une bague pour moi lui-même. En bois de noyer, lisse, simple. C'était la plus belle chose que l'on m'ait jamais offerte. J'ai appelé mes parents ce week-end-là. Nous avions déjà choisi la date, le 14 juin. Une petite cérémonie dans un jardin près de Belle-Rive, Bretagne. Rien d'extravagant. 42 invités, fleurs sauvages, une arche qu'Étienne construisait à la main à partir de bois de récupération. La première réponse de mon père n'a pas été « Félicitations ». Le 14 juin, a-t-il dit. Laisse-moi vérifier. Laisse-moi vérifier. 2 jours plus tard, il a rappelé. Je serai là, ma chérie, a-t-il dit, je t'accompagnerai jusqu'à l'hôtel. Je te le promets. Je me suis accroché à ces mots comme s'ils étaient fragiles. Comme si je n'étais pas prudente, ils se briseraient. La réaction de ma mère a été différente. C'est bien, ma chérie, a-t-elle dit, combien ça coûte ?
Elle n'a pas demandé à propos de ma robe. Elle n'a pas demandé à propos des fleurs. Elle n'a pas demandé si j'étais heureuse. Valérie a envoyé un SMS. Justin. Félicitations. Dis-moi si tu as besoin d'aide. Et puis rien. Pas d'appel, pas de suivi, pas d'offre pour planifier, goûter des gâteaux ou visiter des lieux de la part de quelqu'un qui se disait consultante en événementiel. Le silence était assourdissant, alors Étienne et moi avons tout fait nous-mêmes. J'ai conçu les invitations à la main. Aquarelles de fleurs sauvages sur du papier cartonné. Chacune légèrement différente. J'ai repensé au mariage de Valérie il y a 5 ans. 300 invités. Invitation avec dorure à chaud. Un groupe de musique live. Mais j'aimais les nôtres. Elles étaient réelles. Elles étaient les nôtres. Avec le recul, j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Parce que pour la première fois de sa vie, Valérie n'avait aucune opinion sur la date de mon mariage. Et son silence n'était jamais bon signe. Valérie avait une opinion sur tout. La robe, le lieu, la liste des invités, même la nuance des fleurs que je choisissais. Mais cette fois, elle n'a rien dit. Et ce silence est resté dans un coin de ma tête comme un avertissement que je ne comprenais pas encore pleinement. 3 semaines avant le mariage, mon téléphone a sonné alors que j'étais dans la cuisine du studio, rinçant des pinceaux dans l'évier. C'était ma tante Marguerite, la sœur aînée de ma mère, celle qui savait toujours tout avant tout le monde. Thérèse. Ma chérie, a-t-elle dit, sa voix légère, presque désinvolte. Tu vas aussi à la shower de Valérie? Ou juste au mariage? C'est le même jour. N'est-ce pas? Je me suis figé. Une traînée de peinture turquoise a glissé de mon pinceau et a coulé sur le sol. Quel shower, ai-je demandé. Il y a eu une pause. La baby shower, a-t-elle dit. Le 14 juin au club de Saint-Germain-en-Laye. Tu n'as pas reçu l'invitation? Non, je ne l'avais pas reçue. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Valérie. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Oh mon Dieu, Thérèse, a-t-elle dit, sa voix claire, soignée, rodée. J'étais justement sur le point de t'appeler. Je n'ai pas parlé. Je n'avais pas réalisé que le lieu réservé par Cédric n'était disponible que le 14 juin, a-t-elle continué rapidement. C'est toute une histoire avec le traiteur et les locations. Je ne peux plus le changer. J'ai fermé les yeux. Mais ton mariage est l'après-midi, n'est-ce pas, a-t-elle ajouté. Peut-être que les gens peuvent faire les deux. Mon mariage était à 15h à Bellerive. Sa baby shower était à midi à Saint-Germain-en-Laye, au moins 1h30 de route. Sans embouteillage, personne ne pouvait faire les deux. Elle le savait. Je le savais. Même la carte la plus simple pouvait vous le dire. Elle a continué à la décrire quand même. Service de voiturier, un club privé, traiteur d'un restaurant français de Versailles, des sacs cadeaux personnalisés à chaque siège. Elle parlait comme si elle décrivait quelque chose d'inévitable, comme la météo, comme la gravité, comme si cela venait de se produire, mais quelque chose s'est installé dans ma poitrine pendant qu'elle parlait. Lourd, aigu. Quand j'ai rappelé tante Marguerite, elle a confirmé ce que je commençais déjà à comprendre. Valérie avait envoyé ses invitations de baby shower 2 semaines avant que j'envoie mes faire-part. 2 semaines. Elle connaissait la date de mon mariage depuis des mois et elle a quand même choisi ce jour-là. Je suis tellement désolé, Thérèse, a dit Valérie, sa voix douce, presque mielleuse. Mais c'est mon premier bébé. Tu comprends? N'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Tu peux te marier n'importe quand. J'ai raccroché. J'ai appelé ma mère en premier. Maman, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Tu sais, mon mariage est ce jour-là. Il y a eu une pause. Le genre de pause qui contient déjà la réponse. Je sais, ma chérie, a-t-elle dit doucement. Mais Valérie a vraiment besoin que la famille soit là. C'est son premier enfant. Ton père et moi. Nous ne pouvons pas manquer ça. J'ai fixé le mur. Peux-tu peut-être reporter, a-t-elle ajouté. Juste quelques semaines. J'ai déjà payé des arts, ai-je dit, non remboursables. Les invitations ont été envoyées. Eh bien, peut-être que tout le monde n'a pas besoin d'être aux deux, a-t-elle répondu. Certaines personnes iront à la sienne, d'autres à la tienne.
Comme si c'était un choix anodin. Comme si mon mariage était quelque chose où les gens pouvaient passer s'ils avaient le temps. J'ai mis fin à l'appel. Puis j'ai appelé mon père. Il a fait ce qu'il faisait toujours quand les choses devenaient inconfortables. Il a éludé. « Laisse-moi parler à ta mère », a-t-il dit. « Nous allons trouver une solution. » Il n'a pas rappelé avant 3 jours. Je lui ai envoyé un SMS. « Papa, vas-tu toujours m'accompagner jusqu'à l'hôtel ?» Il l'a lu. J'ai vu la notification. Pas de réponse. J'ai appelé encore et encore. Au 3e essai, il a enfin décroché. « Bien sûr, ma chérie », a-t-il dit. « Je t'ai dit que je le ferais. » Mais quelque chose dans sa voix sonnait creux, comme s'il lisait des lignes d'un script auquel il ne croyait pas. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Pas une fissure, un glissement, comme si le sol sous mes pieds avait bougé en silence. Et je ne l'avais pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard. Cette semaine-là, j'ai commencé à compter les confirmations de présence. Sur 38 membres de la famille invités, 22 avaient déjà refusé. Chacun d'eux. Allant à Saint-Germain-en-Laye. Je n'ai pas supplié. Je ne les ai pas appelés un par un. J'ai demandé une fois, clairement. Et puis j'ai attendu parce que je me suis dit que leur réponse. La vraie réponse. Celle cachée derrière les excuses polies et les conflits d'emploi du temps me dirait exactement où j'en étais. Elle l'a fait. Rachel a été celle qui m'a montré tout ce que je n'avais pas encore vu. Ma meilleure amie, une infirmière aux urgences qui n'avait aucune patience pour les mensonges et encore moins pour les gens qui s'y cachaient. Elle avait été ajoutée à notre groupe de discussion familiale il y a des années, à l'époque où ma mère pensait que c'était gentil d'inclure mes amis. Personne ne l'a jamais retirée. Et parce que Rachel était Rachel, elle a fait des captures d'écran. Un soir, elle m'a assise dans le studio et a tout étalé. Valérie n'avait pas seulement envoyé des invitations. Elle avait appelé chaque membre de la famille individuellement. Pas par hasard, pas par accident, soigneusement, stratégiquement, un par un, s'assurant qu'ils la choisissent. Rachel a fait défiler les messages lentement comme si elle voulait que je voie chaque mot clairement. « À ta mère », a-t-elle dit, lisant depuis une capture d'écran. Valérie lui a dit, « Si tu vas au mariage de Thérèse à la place, j'aurai l'impression que tu ne te soucies pas de ton premier petit enfant. » Elle a glissé vers tante Marguerite. « La mère de Cédric vient. Si notre côté de la famille ne se montre pas, ce sera embarrassant. » Un autre glissement. Et celui-ci. Rachel a hésité une seconde avant de tourner le téléphone vers moi. Celui-ci était dans le groupe de discussion. J'ai regardé. Papa. Thérèse comprendra. Elle a l'habitude d'être déçue. Je l'ai relu. Elle a l'habitude d'être déçue. Ma propre sœur avait tapé ça, marqué une pause, et appuyé sur envoyer. Mais ce n'était même pas le pire. La vraie raison se cachait derrière tout ça, non dite, mais évidente. Cédric payait le prêt immobilier de mes parents, 3 200 € par mois. Il avait donné à ma mère une carte de crédit qui couvrait l'épicerie, les vêtements, les visites au salon, tout ce à quoi elle ne voulait pas penser. Ma famille n'était pas seulement liée émotionnellement à Valérie. Elle était financièrement dépendante d'elle. Valérie ne l'a jamais dit à voix haute. Elle n'en avait pas besoin. Cela vivait dans la façon dont ma mère la défendait, dans la façon dont mon père évitait les conflits. Dans chaque compromis silencieux qu'il faisait. Si tu choisissais contre elle, l'argent s'arrêtait et mes parents ne pouvaient pas se le permettre. Rachel m'a montré un dernier message. Honnêtement, le mariage de Thérèse est si petit, cela compte à peine comme un événement. Elle épouse un peintre dans un jardin. Ce n'est pas comme s'il y avait une réception dans un hôtel de luxe. J'ai fixé l'écran, puis j'ai rendu le téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. J'ai juste compris. Cette nuit-là, Étienne et moi étions assis dans le studio. La lumière du plafond projetait une lueur chaude sur des toiles inachevées, des pots de térébenthine, des pinceaux laissés à sécher. Dehors, le son des cigales emplissait l'air. L'été à Port-Lumière ressemblait toujours à un bourdonnement constant qui ne s'arrêtait jamais vraiment. Étienne se tenait à l'évier, nettoyant des pinceaux. Nous n'avons pas besoin d'eux pour que cela soit réel. Thérèse, a-t-il dit doucement. Il ne m'a pas regardé en disant cela. Il y a eu une pause,
Mais je sais que tu veux que ton père soit là. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je fixais une peinture sur laquelle il avait travaillé. Une seule chaise dans une pièce vide, la lumière entrant par une fenêtre. Ce n'était pas censé parler de moi. Mais d'une certaine manière, c'était le cas cette nuit-là. J'ai écrit un dernier message, un SMS groupé à chaque membre de la famille que j'avais invité. Pas de culpabilité, pas d'émotion, juste les faits, la date, l'heure, l'adresse, les indications, et à la toute fin, une phrase. J'espère vous y voir. Je l'ai envoyé à 22h47. J'ai regardé l'écran pendant un moment. Rien. Pas de réponse, pas une seule. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Rachel. Elle appelait de Lyon. J'ai réservé un vol, a-t-elle dit immédiatement. Je serai là. Sa voix était stable, certaine. Je serai toujours là. Elle n'a pas demandé qui d'autre venait. Elle le savait déjà. Le 14 juin était dans 12 jours. J'avais une robe accrochée dans le placard. Dentelle vintage, ivoire. Je l'ai trouvée dans un petit dépôt-vente près de Belle-Rive. Une couturière l'avait ajustée pour 80 € et m'avait dit que je ressemblais à Grace Kelly. J'avais des fleurs commandées auprès d'une ferme locale. J'avais 42 chaises installées dans un jardin. Tout était prêt. Tout, sauf une chose. Je n'avais aucun membre de ma famille qui me choisissait. Ce que je n'avais plus, c'était le besoin de supplier. Et c'était nouveau. C'était le premier vrai changement. 14 juin, 7 heures du matin, le jour de mon mariage. Rachel était assise en tailleur sur le comptoir de la salle de bain, se penchant pour appliquer mon maquillage avec ce qu'elle appelait une précision de niveau hospitalier. Je suis resté immobile, essayant de respirer normalement. Ma robe était accrochée à la porte du placard derrière moi. Mon bouquet, des pivoines blanches et de la lavande d'une petite ferme de Carnac, reposait dans un bocal en verre sur la table de la cuisine. Tout était calme. Puis mon téléphone a vibré. J'ai regardé. Papa, ai-je répondu. Rachel n'a pas cessé de bouger, mais j'ai vu ses yeux se tourner vers moi dans le miroir. Thérèse, ma chérie. Sa voix sonnait mince, usée. Je ne sais pas vraiment comment dire ça. J'ai fermé les yeux. Ta mère et moi, la shower de Valérie commence à midi. Et avec la route, je ne pense pas que nous puissions arriver à Belle-Rive à 15 heures. 8 secondes. Je les ai comptées. 8 secondes de silence. C'est tout ce qu'il a fallu pour que quelque chose en moi s'effondre enfin. Chaque instant où j'avais cru compter autant. Chaque fois que je m'étais dit qu'il serait là quand cela comptait. Tout cela. Disparu. Tu as promis, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu rapidement. Et je suis désolé, mais c'est le premier bébé de Valérie. Il y aura d'autres moments. Ma voix n'a pas tremblé. J'en suis fier. C'est le seul jour de mon mariage, ai-je dit. Il n'y en aura pas d'autre. Il a expiré. Thérèse, ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. J'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Mes mains tremblaient. Mes yeux étaient secs. Rachel n'a rien dit. Elle a juste pris le tube de mascara et a continué. Plus tard ce matin-là, elle a consulté Instagram. Elle a tourné le téléphone vers moi sans un mot. Valérie avait déjà posté. Des ballons roses, des serpentins dorés. Le personnel installant les tables dans le lieu. La légende disait, si reconnaissante d'avoir toute la famille ici. Posté à 9 heures du matin, 3 heures avant même le début de la shower. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pensé, alors, c'est ce que ça fait quand le dernier fil se brise. Le lieu se trouvait derrière une petite auberge surplombant un marais salant, où l'eau scintillait d'argent sous la lumière de l'après-midi. Étienne avait passé 2 week-ends entiers à construire l'arche, en chaîne de récupération, poncée, enveloppée d'eucalyptus frais et de ruban blanc. C'était simple. C'était parfait. Je suis arrivé à 14h15. Les chaises étaient déjà installées, 42 d'entre elles, en lin blanc, chacune attachée avec un petit bouquet de lavande. De loin, cela ressemblait à un tableau. De près, 35 d'entre elles étaient vides. 7 personnes. C'était tout.
Étienne, Rachel, 2 amis d'Étienne de l'école d'art, un sculpteur nommé Daniel et une graveuse nommée Iris. Monsieur Léon Lambert, habillé d'un costume que je ne l'avais jamais vu porter, et 2 de mes amis d'université qui étaient venus de Paris. 7 personnes sur 42 chaises. Le vent soufflait à travers les rangées vides, effleurant la lavande comme s'il essayait de combler le silence. Je me tenais au bout de l'allée dans ma robe. Dentelle ivoire, longueur midi, vintage. La couturière avait eu raison. Elle allait comme si elle avait été faite pour moi. Mais en me tenant là, seul, sans main dans la mienne, sans père à mes côtés, chaque chaise vide me semblait une ecchymose que je ne pouvais pas cacher. La musique a commencé. 2 filles d'une université voisine, violon et violoncelle, douces, constantes, belles, et j'ai pris une inspiration, me préparant à avancer seul. Si vous pensez que ma famille a fait le bon choix en choisissant la baby shower de ma sœur plutôt que mon mariage, alors commentez est raisonnable. Mais si vous pensez qu'abandonner votre propre fille le jour le plus important de sa vie est quelque chose que vous ne pourriez jamais soutenir, alors commentez sans cœur. Parfois, une seule décision révèle tout sur votre véritable position. Et je veux savoir, comment appelleriez-vous cela? Le canon de Pachelbel a commencé à jouer, le son flottant doucement sur le marais. Rachel s'est approchée de moi, sa voix douce. Je peux t'accompagner. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit doucement. Tu es ma demoiselle d'honneur. Tu dois être là-haut avec Étienne. Je me suis tourné vers l'allée. Étienne se tenait à l'autre bout, attendant. Même à cette distance, je pouvais le voir. Ses yeux étaient rouges. J'ai pris une inspiration, me préparant à marcher seul. Puis j'ai entendu des pas derrière moi, lents, constants, intentionnels. Je crois que je suis peut-être trop habillé pour un mariage en plein air. Je me suis retourné. Monsieur Léon Lambert se tenait à quelques pas. Il portait un costume 3 pièces bleu marine que je n'avais jamais vu auparavant, parfaitement taillé, ancien, mais soigneusement entretenu. Une pochette de costume bleu pâle soigneusement glissée dans la poche de poitrine, des boutons de manchette argentés captant la lumière de l'après-midi. Plus tard, je remarquerai la gravure dessus. Mais à ce moment-là, tout ce que je voyais, c'était son expression. Calme, certaine, présente. Si vous permettiez à un vieil homme l'honneur, a-t-il dit, tendant son bras. Quelque chose en moi a bougé. Pas une rupture nette, quelque chose de plus doux, comme un espace s'ouvrant et la lumière trouvant enfin son chemin. Je l'ai regardé, notre propriétaire, l'homme tranquille qui buvait du café noir dans notre cuisine, celui qui se tenait à côté du chevalet d'Étienne et lui disait d'ajuster la lumière d'un demi-degré. Et soudain, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. Il n'avait pas seulement été gentil. Il avait fait attention. Il avait été là. Monsieur Lambert, vous n'êtes pas obligé, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu doucement. Je veux bien. Sa voix n'a pas tremblé. Votre père devrait être ici, a-t-il ajouté. Mais puisqu'il ne l'est pas, quelqu'un qui vous valorise vraiment devrait l'être. J'ai pris son bras et ensemble nous avons marché. Les 7 personnes assises sur ces chaises se sont levées à notre passage. Rachel pleurait déjà. Daniel et Iris souriaient. Mes amis de Paris avaient les mains pressées sur leur bouche et au bout de l'allée, Étienne. Il a porté sa main à son visage, essayant de se contenir. La cérémonie a duré 12 minutes. Notre officiant, un juge à la retraite qu'Étienne connaissait d'un projet artistique communautaire, l'a gardé simple. Nous avons prononcé nos vœux. Étienne avait écrit les siens sur un morceau de toile apprêté. J'avais écrit les miens au dos d'une de mes illustrations. Nous avons tous deux pleuré. Nous avons tous deux ri. 7 personnes ont applaudi. Et dans ce jardin, sous cette douce lumière de juin, c'était suffisant. Plus que suffisant, car à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais pleinement compris auparavant. Mon père a eu 30 ans pour être là pour moi. Monsieur Lambert me connaissait depuis 2 ans et c'est lui qui s'est tenu à mes côtés. Après la cérémonie, nous sommes restés dans le jardin. Il n'y avait pas de salle de bal, pas de DJ, pas de gâteau imposant. Nous avons commandé des pizzas dans une petite pizzeria du centre-ville de Bellerive. Rachel a ouvert 3 bouteilles de vin qu'elle avait apportées dans sa valise. Rien de cher, juste quelque chose qu'elle aimait. Daniel a connecté son téléphone à un petit haut-parleur. La musique a rempli l'air alors que le soleil descendait.
Nous avons dansé pieds nus sur l'herbe. Nous avons ri. Nous sommes restés jusqu'à ce que les lucioles apparaissent. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas ce que ma famille aurait appelé impressionnant, mais c'était réel. Et pour la première fois ce jour-là, j'ai senti quelque chose de stable s'installer en moi. C'était à nous. Quand la musique s'est estompée et qu'Étienne aidait Daniel à plier les tables, je me suis assise sur l'une des chaises vides et j'ai pris mon téléphone. Rien. Pas de message, pas un seul, pas de félicitations, pas d'excuses, pas de « nous pensons à toi ». Rien. Comme si ce jour n'avait pas existé. Comme si je n'avais pas existé. J'ai ouvert Instagram. Je savais que je ne devrais pas, mais je l'ai fait. Valérie avait posté 14 photos, le club privé de Saint-Germain-en-Laye, des ballons roses et dorés, une table de dessert qui a probablement coûté plus cher que tout mon mariage, tante Marguerite riant avec un verre de champagne, oncle Robert tenant un sac cadeau. Et mon père debout à côté de Valérie, sa main posée sur son ventre, souriant. La dernière photo était un selfie. Valérie au centre, rayonnante, entourée des mêmes visages que j'avais invités à mon mariage. La légende disait, entourée d'amour. La famille, c'est tout. Elle a posté ça alors que je me tenais devant cette personne et 35 chaises vides. J'ai zoomé sur une des photos. Un cliché de groupe près du bar. Cédric se tenait légèrement de côté, tourné, téléphone pressé contre son oreille, la mâchoire serrée. Il semblait stressé. Cela semblait déplacé dans une pièce pleine de célébration. Je l'ai remarqué. Puis j'ai laissé tomber. Cette nuit-là, de retour au studio, Étienne et moi étions allongés sur le vieux futon qui servait de canapé. Les fenêtres étaient ouvertes. Les grillons emplissaient l'air. Nous avions pris la lavande des chaises et l'avions placée dans de petits bocaux autour de la pièce. L'odeur persistait, douce et familière, comme si le mariage nous avait suivis à la maison. Étienne fixait le plafond, ses doigts entrelacés avec les miens. J'ai épousé la femme la plus talentueuse, la plus têtue, la plus belle que j'ai jamais connue, a-t-il dit doucement. Dans un jardin avec 7 témoins. Il a tourné la tête vers moi, et je ne l'échangerai pas contre une salle de bal avec 300. J'ai essayé de sourire. J'y suis presque arrivé. Je n'arrête pas de penser, ai-je murmuré. Peut-être que si j'avais essayé plus fort, appelé une fois de plus. Tu as assez appelé. Sa voix était calme, certaine, comme une porte se fermant doucement, mais complètement. Tu as appelé plus que de raison, Thérèse. C'est là que ça m'a frappé. Pas la tristesse pour moi, la tristesse pour lui. Étienne s'était tenu au bout de cette allée, regardant sa mariée marcher vers lui avec un propriétaire de 68 ans parce que son propre père avait choisi de ne pas venir. Il méritait mieux que ça. Tu méritais un vrai mariage, ai-je dit doucement. Avec une famille présente. Il a secoué la tête. C'était un vrai mariage. Monsieur Lambert était là. Rachel était là. Il a serré ma main. C'est plus une famille que ce que le sang t'a donné aujourd'hui. J'ai pleuré alors doucement sur son épaule. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'étais fatigué. Fatigué de tout tenir seul. Ce que je ne savais pas alors, c'est qu'Étienne m'avait caché quelque chose. Quelque chose que Monsieur Lambert l'avait aidé à mettre en place des mois auparavant. Quelque chose qu'il ne m'avait pas dit parce qu'il ne voulait pas que le jour de notre mariage tourne autour de l'argent. Quelque chose qui allait très bientôt tout changer. Une semaine passa, puis une autre. Pas un seul message de ma famille. Le 8e jour, j'ai envoyé un dernier SMS. Je l'ai lu 3 fois avant d'appuyer sur envoyer. Merci pour votre silence. Il m'a dit tout ce que vos mots n'auraient jamais pu. Je ne vous contacterai plus. Si vous voulez parler, vous savez où me trouver. 2 jours plus tard, ma mère a répondu, Thérèse, ne sois pas dramatique. Nous t'aimons. La baby shower de Valérie était juste un mauvais timing. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste ce mot, dramatique. La façon préférée de ma famille de rejeter tout ce qu'elle ne voulait pas affronter. Je n'ai pas répondu. J'ai mis le groupe de discussion en sourdine et j'ai tourné mon attention vers la seule chose qui ne m'avait jamais déçu, le travail. Étienne peignait à nouveau, quelque chose de différent, quelque chose que je n'avais jamais vu de lui auparavant. Il a appelé la série la 7e chaise. Grande peinture à l'huile, calme et lourde de sens.
Une table dressée pour 8, avec une chaise légèrement tirée en arrière, intacte. Un banc d'église avec un programme plié reposant seul à une extrémité. Une rangée de chaises blanches dans un jardin, de la lavande attachée à chacune, 35 d'entre elles, ne retenant que l'air. Il n'a jamais expliqué la série. Il n'en avait pas besoin. Je savais déjà de quoi il s'agissait. Un après-midi, Monsieur Lambert est descendu pour voir le nouveau travail. Il est resté devant la peinture du jardin pendant longtemps. Son café est resté froid dans sa main. Puis il a sorti son téléphone et a tapé quelque chose. Il n'a pas dit à qui il envoyait un message. Je n'ai pas demandé. À ce moment-là, j'avais cessé d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'ai commencé à construire autre chose, une vie qui n'en avait pas besoin. Ce que je ne réalisais pas, c'est que quelque chose de bien plus grand était déjà en cours. Et Monsieur Lambert l'avait façonné depuis le tout début, 2 semaines après le mariage. Il nous a invités, Étienne et moi, à l'étage. Pas de manière désinvolte, pas le passé si vous voulez habituel. Une vraie invitation. Quand nous sommes arrivés, il y avait 3 tasses sur la table, une cafetière à piston et une boîte en carton. « Asseyez-vous » a-t-il dit. « Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des catalogues d'exposition, des piles d'entre d'une galerie du Marais, à Paris. Des articles de magazines du monde de l'art et art actuel, des photographies de Monsieur Lambert debout aux côtés d'artistes lors de vernissages, des artistes que je reconnaissais des murs de musées. J'ai dirigé la galerie Lambert pendant 22 ans, a-t-il dit, plaçant un des catalogues devant moi. La couverture montrait une peinture que j'avais vue dans des manuels. J'ai représenté 43 artistes, a-t-il continué. 7 d'entre eux font maintenant partie de la collection permanente du Centre Pompidou. Je l'ai fixé. Cet homme tranquille, notre propriétaire, celui qui nous facturait 800 € par mois et buvait du café dans une tasse ébréchée. Vous ne nous l'avez jamais dit, ai-je dit. Vous n'aviez pas besoin de savoir, a-t-il répondu calmement. Je devais d'abord être sûr d'Étienne. Il a croisé les mains. J'ai passé toute ma carrière à apprendre la différence entre le bon et l'exceptionnel. Il a regardé directement Étienne. Étienne est exceptionnel. Puis il nous a raconté le reste. 6 mois plus tôt, avant les fiançailles, avant le mariage, avant tout. Il avait envoyé des photos du travail d'Étienne à un collectionneur privé, Daniel Ashford, un nom qui apparaissait dans les catalogues d'enchères du monde entier, un homme dont la collection comprenait des œuvres valant des millions. Daniel avait immédiatement acheté une peinture, 85 000 €. Je me suis tourné vers Étienne. Il a hoché la tête lentement, et à ce moment-là, je l'ai vu, le secret qu'il portait. J'allais te le dire après le mariage, a-t-il dit doucement. Je ne voulais pas que cela éclipse notre journée. Au cours des jours suivants, tout s'est déroulé rapidement. L'avocat de Daniel Ashford a présenté une proposition formelle, un contrat, 12 peintures originales, 18 mois pour sa collection privée. Valeur totale 450 000 €. Chaque détail était décrit. Calendrier de paiement, droit de propriété, assurance. C'était le genre d'opportunité que les artistes attendent toute leur vie. Et d'une manière ou d'une autre, cela s'était construit en silence pendant que j'étais occupé à planifier un mariage auquel personne n'est venu. C'était le genre de contrat dont les artistes rêvent pendant des décennies et qu'ils ne voient jamais réellement. Y était jointe une autre lettre du directeur de la Galerie Fontanelle sur la rue des Beaux-Arts à Paris, l'un des espaces les plus respectés pour le réalisme contemporain dans le pays. Ils invitaient Étienne à y tenir une exposition personnelle. La pièce maîtresse serait la série La 7e chaise. Nous sommes allés à Paris quelques jours plus tard pour tout signer dans un cabinet d'avocats de l'avenue Montaigne. J'étais assise dans un fauteuil en cuir, lisant chaque page attentivement. Les chiffres ont commencé à se brouiller. Mes mains tremblaient, pas de peur. C'est plus d'argent que ce que mon père a gagné en 5 ans, ai-je dit doucement. Monsieur Lambert, qui était venu avec nous, a posé sa main sur la table, et ce n'est que le début, a-t-il dit. Daniel n'investit pas par hasard. Il tisse des relations. Cela ouvrira toutes les portes qu'Étienne choisira de franchir. Étienne a signé. L'avocat a fait authentifier les documents. Le même après-midi, la galerie a confirmé le calendrier de l'exposition par email. C'était réel, chaque mot, officiel, légal, contraignant, et nous n'avons rien dit à personne. Pas une seule personne.
Ma famille croyait toujours qu'Étienne était un artiste en difficulté qui dépendait de mes revenus de pigiste pour s'en sortir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui changeait déjà. Une semaine plus tard, Daniel Ashford a appelé Étienne directement. J'étais dans le studio quand Étienne a répondu, le mettant sur haut-parleur sans y penser. Ses mains étaient couvertes de peinture. La voix de Daniel était calme, mesurée, le genre de voix qui ne se pressait jamais. Étienne, a-t-il dit. Je crois comprendre que vous et votre femme n'avez pas eu le voyage de noces que vous méritiez. J'ai levé les yeux. Mon yacht, le Méridien, sera à Monaco le mois prochain, a-t-il continué. J'aimerais que vous y passiez tous les 10 jours. Considérez cela comme un remerciement pour les 3 premières peintures. Le Méridien. J'apprendrai plus tard que c'était un yacht de 55 mètres qui parcourait la Méditerranée tout l'été, accueillant artistes, collectionneurs et conservateurs. Étienne a légèrement couvert le téléphone et m'a regardé. Nous ne pouvons pas accepter ça, ai-je murmuré. Il a hésité. Monsieur Lambert dit que c'est comme ça que Daniel fonctionne, a-t-il dit. Ce n'est pas de la charité. C'est comme ça qu'il tisse des liens. J'y ai réfléchi, aux chaises vides, à mon père choisissant une baby shower plutôt que mon mariage. À combien d'années j'avais passé à me rendre plus petite pour que les autres puissent se sentir à l'aise. Plus maintenant. J'ai hoché la tête. Oui. Quelques jours plus tard, Rachel l'a découvert. Sa réaction a été exactement celle à laquelle on pouvait s'attendre. Tu vas sur le yacht d'un milliardaire pour ta lune de miel, a-t-elle dit, riant si fort qu'elle a presque étouffé son café. Et ta famille pense toujours qu'Étienne est fauché. Ils ne savent pas, ai-je dit. Et je ne leur dis pas. Je ne cachais rien. J'ai juste cessé de me justifier auprès de gens qui n'écoutaient jamais. Pendant que nous préparions le voyage, j'ai commencé à entendre de petites choses, des fragments. Tante Marguerite, la seule qui me contactait encore occasionnellement par SMS, a mentionné quelque chose en passant. L'entreprise immobilière de Cédric commençait à avoir des problèmes. 2 des plus grands projets de développement de Cédric se sont effondrés. Le financement a disparu. Des accords ont échoué. Je ne connaissais pas tous les détails, mais je n'en avais pas besoin. Les signes étaient évidents. Le SUV de luxe de Valérie avait disparu, remplacé par une Honda d'occasion, et Valérie, qui utilisait Instagram comme elle respirait, est devenue complètement silencieuse pendant 2 semaines. Pour elle, c'était une crise. Puis mon téléphone a sonné. Ma mère, pour la première fois depuis plus d'1 mois. Salut, ma chérie. Comment vas-tu? Sa voix était étrangement enjouée, forcée. Je vais bien. Une pause. Eh bien, ton père a fait un barbecue le week-end dernier. C'était vraiment sympa. Nous pensions que peut-être toi et Étienne pourriez venir ce dimanche. Je me suis appuyé contre le mur du studio. Je suis occupé, maman. Oh, d'accord. Une autre pause. Eh bien, ton père te dit bonjour. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté là un instant. Téléphone encore chaud dans ma main. J'ai compris. Quand l'argent de Cédric coulait à flot, je n'existais pas. Maintenant que ce n'était plus le cas, ils se sont soudainement souvenus qu'ils avaient une autre fille. Ce qu'aucun d'eux ne savait. Ce que je ne réalisais pas encore pleinement, c'est que 3 semaines plus tard, une photo allait faire paraître petit le monde entier de Cédric. Nous avons fait nos valises en silence. J'ai apporté une petite valise. Étienne a emballé ses carnets de croquis. Nous avons pris l'avion pour Nice un mardi matin de juillet. Et quand nous sommes montés sur le Méridien, j'ai enfin compris quelque chose. Ce n'était pas un yacht. C'était un monde différent. Notre cabine s'ouvrait sur un balcon privé surplombant une eau si bleue qu'elle semblait irréelle. Sol en marbre, drap blanc doux, gardénia frais placé à côté du lit. Le premier matin, je me suis tenu pieds nus sur le balcon dans une simple robe en lin que j'avais achetée dans un marché de rue. La côte de Monaco défilait lentement comme un tableau. Le 3e soir, Daniel a organisé un dîner sur le pont supérieur. 8 invités, collectionneurs, un conservateur, un critique d'art de Berlin, verre en cristal, nappe blanche, chandelle vacillante tandis que le ciel passait de l'orange au bleu profond. Daniel a levé son verre. J'aimerais vous présenter Étienne Lefebvre, a-t-il dit. Le peintre réaliste le plus captivant que j'ai vu en 20 ans.
J'ai senti la main d'Étienne se resserrer légèrement autour de la mienne. Il a parlé doucement. Pas de performance, juste la vérité. Sur l'absence. Sur les espaces vides laissés par les gens qui ont choisi de ne pas venir. Le critique berlinois s'est penché en avant. Cela a un potentiel de biennale, a-t-il dit. Les autres ont hoché la tête. Et pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de gens qui voyaient la valeur de ce que nous avions construit. Non pas malgré d'où nous venions, mais à cause de cela. Plus tard cette nuit-là, Daniel m'a trouvé seul près de la rambarde. Votre mari est exceptionnel, a-t-il dit. Mais je crois que vous le saviez bien avant tout le monde. Je le savais, ai-je répondu. Merci de le voir aussi. Lors de notre dernière soirée, j'ai fait quelque chose que je ne fais presque jamais. J'ai posté sur Instagram. Mon compte était petit, peut-être 200 abonnés. Je n'avais pas posté depuis des mois. Mais cette nuit-là, alors que le soleil plongeait dans la Méditerranée et que l'eau devenait dorée, Étienne se tenait derrière moi, ses bras autour de mes épaules, et je voulais m'en souvenir. Pas pour eux. Pour moi. La photo nous montrait à l'avant du yacht. Je portais une robe en soie blanche que j'avais trouvée dans une petite boutique à Nice. Le menton d'Étienne reposait légèrement sur mon épaule. La côte de Monaco s'estompait doucement derrière nous, sur la table à côté de nous, un verre de champagne, à peine visible, le catalogue de la galerie Fontanelle avec son nom sur la couverture. J'ai écrit la légende en quelques secondes. Lune de miel avec mon mari. Reconnaissante envers les personnes qui étaient là. Pas de tag, pas d'explication, juste la vérité. Je l'ai posté à 21h, heure locale. Puis j'ai rangé mon téléphone, j'ai embrassé Étienne pour lui souhaiter bonne nuit, et je me suis endormi au son de l'eau contre la coque. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone sans réfléchir. L'écran était plein. Les notifications s'empilaient les unes sur les autres. J'ai fait défiler et j'ai continué à faire défiler. 417 appels manqués et messages. Les mêmes personnes qui n'avaient pas pu envoyer un seul message le jour de mon mariage avaient soudainement beaucoup à dire. 417. Laissez ce nombre reposer un instant. La même famille qui n'avait pas pu envoyer un seul message le jour de mon mariage a soudainement eu des centaines de choses à dire quand ils ont vu où j'étais. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai commencé à faire défiler. Lentement, comme en lisant quelque chose de clinique, de détaché. Mon père avait appelé 23 fois. 11 messages. D'abord, Thérèse, c'est à qui ce yacht alors? Puis appelle-moi. Puis je ne savais pas qu'Étienne réussissait si bien. Et enfin, tard dans la nuit, s'il te plaît, appelle ton père. Ma mère, 18 appels, 9 messages. Oh mon Dieu, Thérèse, c'est Monaco? Tu vas bien? C'est le bateau de qui? Et puis, bien sûr, nous devrions fêter ça à ton retour. Fêter ça. La même femme qui n'avait pas envoyé une seule félicitation voulait maintenant une fête. Valérie, 7 appels, 3 messages. Attends, Étienne vend vraiment son art? Et puis il faut qu'on parle. Le reste est arrivé par vagues. Tante, oncle, cousin, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Félicitations. Si fier de toi. Nous avons toujours su qu'Étienne était talentueux. Les mêmes personnes qui avaient choisi de ne pas venir réécrivaient maintenant le passé. Tout en bas, un message se distinguait. Cédric. Il ne m'avait jamais envoyé de SMS auparavant. Votre mari est-il représenté par une galerie? J'aimerais le contacter. L'homme qui définissait autrefois la loyauté de ma famille, essayant maintenant de joindre Étienne par mon intermédiaire. J'ai tout lu. Je n'ai répondu à aucun message. 1 heure plus tard, Étienne m'a trouvé sur le balcon. Mon téléphone était posé face contre terre sur la table. Il n'a pas demandé. Il savait déjà. Je ne les ignorerai pas pour toujours, ai-je dit doucement. Mais je ne vais pas faire comme si c'était normal. Cet après-midi-là, j'ai ouvert le groupe de discussion familiale pour la première fois depuis que je l'avais mis en sourdine. J'ai tapé un message, l'ai réécrit, puis l'ai envoyé. Merci de m'avoir contacté. Étienne et moi allons bien. Pour ceux qui demandent. Il a signé un contrat artistique majeur il y a des semaines. Le yacht appartient à son collectionneur. Notre voyage était un cadeau. J'ai marqué une pause,
puis j'ai continué. Je ne ferai pas semblant que votre absence le 14 juin n'a pas fait mal. Elle a fait mal. Papa a promis de m'accompagner jusqu'à l'hôtel et ne l'a pas fait. Maman a choisi une fête plutôt que le mariage de sa fille. Valérie a planifié son événement le même jour sciemment. Je ne suis pas en colère, mais j'ai besoin d'espace. Quand je serai prête, je les recontacterai. J'ai rangé le téléphone pendant 4 heures. Rien. Je les imagine le lire ensemble. Silencieux, mal à l'aise. À 20 heures ce soir-là, mon père a appelé. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, Valérie a posté sur Instagram une photo d'une table parfaitement dressée. Lumière chaude, verre à vin. La légende disait, dîner de famille, il en manque un, comme si c'était moi qui n'avais pas été là. Certaines personnes ne cessent jamais de réécrire l'histoire, même quand la vérité est déjà évidente. 3 semaines après notre retour, la Galerie Fontanelle a publié l'annonce officielle. Étienne Lefebvre, la 7e chaise. L'exposition s'est rapidement répandue. Le Monde de l'Art, Art Actuel, puis le Figaro. La peinture vedette montrait un jardin, 42 chaises, 7 remplies, 35 vides. Titre, le 14 juin. Prix, 120 000 euros. Déjà vendu. Les gens se tenaient devant et pleuraient. Soirée d'ouverture. La galerie était pleine. Collectionneurs, critiques, conservateurs. Je me tenais à côté d'Étienne, regardant des étrangers réagir à un moment qui m'avait jadis brisé. Un journaliste lui a demandé, « C'est personnel ?» Étienne n'a pas hésité. « Oui » a-t-il dit. C'était le jour de notre mariage. Cet invité, 42 chaises. La pièce est devenue silencieuse. Et le lendemain matin, l'histoire était partout. Quelqu'un lui a envoyé l'article. Je n'ai jamais su qui, mais je pouvais l'imaginer clairement. Mon père assis à la table de la cuisine à Neuville-sur-Loire, lunettes baissées sur son nez, fixant le Figaro sur son iPad, regardant cette peinture. 42 chaises, chaque chaise vide peinte avec le genre de précision qui ne vient que du souvenir exact de qui n'est pas venu. Ma mère m'a appelé le même jour. Sa voix sonnait différemment, fragile. « Thérèse, ton père a vu la peinture. Il n'a pas dit un mot depuis des heures. Il est juste assis là. » Je suis resté immobile. « Maman, je ne l'ai pas peinte, ai-je dit doucement. Étienne l'a fait. Il a peint ce qui s'est passé. » Elle n'a pas répondu. Valérie a réagi différemment. Elle n'était pas blessée. Elle était en colère. Plus en colère d'être exposée. En quelques jours, les gens ont commencé à lui poser des questions. « Attends, le mari de ta sœur ? C'est Étienne Lefebvre. Pourquoi n'étais-tu pas à son mariage ?» Valérie avait passé des années à construire une image. Famille parfaite, vie parfaite. Et soudain, il y avait un trou dedans, large de 42 chaises. Cédric a appelé Étienne peu après. « Salut, Étienne. Félicitations, a-t-il dit. J'ai quelques clients qui pourraient être intéressés à passer commande. » Étienne l'a interrompu. Poli mais ferme. Je travaille exclusivement par l'intermédiaire de ma galerie maintenant. Monsieur Lambert et la galerie Fontanelle s'occupent de tout. La conversation s'est terminée là. Quelques jours plus tard, tante Marguerite m'a envoyé une capture d'écran du groupe de discussion familiale. Celui que j'avais déjà quitté. Valérie avait écrit, « Elle fait ça pour nous humilier. » Et mon père, pour la première fois de ma vie. Il a répondu, « Peut-être que nous aurions dû aller au mariage. » Ma mère a répondu immédiatement, « Ne commence pas, Thomas. » Même alors, même avec la vérité exposée sur un mur de galerie pour des centaines de personnes. Personne n'a prononcé les mots qui comptaient. Nous avons eu tort. 2 mois plus tard, autre chose a fait surface. Un avis dans le registre du commerce et des sociétés de Bretagne, groupe de développement Moreau, chapitre 11, faillite. Au début, ce n'était qu'une ligne dans un rapport. Puis les détails sont apparus. 2 projets échoués, prêts en défaut, créanciers se rapprochant. L'entreprise qui avait rendu Cédric intouchable s'effondrait. L'impact a rapidement atteint mes parents. Le paiement du prêt immobilier s'est arrêté. 3 200 € par mois. Disparu. La carte de crédit de ma mère a été coupée.
Valérie a commencé à vendre ses bijoux en ligne. Des pièces qu'elle traitait autrefois comme des symboles de statut. Disparus. Un par un. Mon père m'a appelé peu après. Pour la première fois depuis l'article, Thérèse. Je ne sais pas comment dire ça. Sa voix sonnait plus petite. Nous pourrions perdre la maison. Je sais que je n'ai pas le droit de demander. Mais y a-t-il un moyen? J'ai laissé le silence s'étirer. Le même silence qu'il m'avait donné le matin de mon mariage. Papa, ai-je dit finalement, je vais être honnête avec toi. Il y a 6 mois, tu as choisi la fête de Valérie plutôt que mon mariage. Tu as rompu une promesse. Tu m'as laissé marcher vers l'hôtel avec notre propriétaire parce que te montrer pour moi ne valait pas le déplacement. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout. Je ne dis pas non, ai-je continué. Mais tu dois d'abord comprendre quelque chose. Je ne suis pas ton plan B. Je suis ta fille, ai-je dit, ma voix stable. Et tu m'as traité comme si j'étais optionnel. Il n'a pas répondu tout de suite. Le silence s'est étiré. Puis doucement, tu as raison. Ce n'était pas assez, mais c'était quelque chose. 2 jours plus tard, Valérie a appelé. C'était la première fois que nous parlions depuis avant le mariage. Tu me manques, Thérèse, a-t-elle dit doucement. Le surnom, le ton qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. Puis, tout aussi rapidement, cela a changé. Cédric a tout perdu. Maman et papa ont besoin d'aide. Toi et Étienne réussissez bien maintenant. On ne peut pas juste tourner la page? Tourner la page sur quoi, ai-je demandé. Ma voix n'était pas froide. Juste claire. Tu as programmé ta baby shower le jour de mon mariage. Tu as appelé tout le monde et leur as dit de te choisir. Tu as dit à papa que je pouvais me marier n'importe quand. Mais j'étais enceinte, Thérèse, j'avais peur. Tu es injuste. Non, ai-je dit calmement. Tu étais calculatrice. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Et c'est bon, ai-je continué. Je ne suis pas là pour te punir, mais je dois te faire comprendre quelque chose. Je le vois maintenant. Je l'ai toujours vu. Je l'ai juste ignoré parce que je voulais une famille. Sa respiration a changé. Le contrôle lui échappait. Je t'aime, ai-je dit. Mais je ne laisserai plus l'amour être utilisé contre moi. Si tu veux une relation avec moi, cela commence par l'honnêteté, pas par l'argent. Elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé avant 3 semaines. J'ai posé mon téléphone et je suis entré dans le studio. Étienne terminait une autre peinture. Une longue table, 11 couverts, une chaise légèrement tirée en arrière, inutilisée. Il a levé les yeux. Comment ça s'est passé? Elle a raccroché. Il a hoché la tête une fois. Elle rappellera. Peut-être, ai-je dit, mais elle sera différente. Ou elle ne rappellera pas du tout. Ce sont les seules options que j'accepte. Il est retourné à sa peinture. J'ai repris ma plume. Dehors, le son des grillons emplissait l'air. Constant et indifférent. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine d'une maison qui m'appartenait entièrement. Une petite maison de 2 chambres à Honfleur, à 10 minutes de l'eau. Façade blanche, volets bleus, un porche enveloppant. Le rez-de-chaussée avait été converti en studio d'Étienne. Lumière parfaite, espace ouvert, une porte donnant sur un petit jardin où je prévoyais de faire pousser de la lavande. Nous l'avons payé nous-mêmes. Pas de prêt immobilier, pas d'aide, aucun autre nom attaché à cela. Étienne avait terminé la série La 7e chaise, 12 peintures exposées à la Galerie Fontanelle pendant 3 mois, presque toutes vendues, plus de 600 000 € et d'autres demandes déjà en attente. Daniel Ashford avait offert une autre commande. 2 galeries européennes l'avaient contacté. Ma vie avait changé aussi. Un grand éditeur pour enfants m'a offert un contrat pour plusieurs livres après avoir vu mon travail à l'exposition d'Étienne. Le premier livre parlait d'une petite fille plantant des fleurs sauvages dans un endroit où rien n'était censé pousser. J'y travaillais tous les matins à la table à manger. Étienne peignait en bas et tous les dimanches. Monsieur Lambert venait dîner. Il venait de Port-Lumière dans sa vieille Volvo, apportait une simple bouteille de vin et s'asseyait avec nous comme s'il avait toujours appartenu ici. Parce que de toutes les manières importantes, c'était le cas. Un soir, j'ai servi du poulet rôti aux herbes du jardin.
Monsieur Lambert a levé son verre à la 7e chaise, a-t-il dit. Étienne a trinqué avec son verre. J'ai fait de même. Cette personne a un mariage et chacune d'elles toujours dans ma vie. Un après-midi d'octobre, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée de gravier. Personne n'avait appelé. J'ai ouvert la porte. Mon père se tenait là. Il portait une chemise en flanelle et un pantalon de toile. Ses mains étaient dans ses poches. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Non pas à cause du temps, mais à cause du poids. Le genre que l'on porte quand on ne peut pas lâcher quelque chose. Je ne suis pas venu pour demander quoi que ce soit, a-t-il dit. J'ai attendu. Je suis venu pour dire que je suis désolé. Pas le genre qui attend le pardon, le genre qui sait qu'il ne le mérite pas. Il se tenait là dans la douce lumière d'octobre, les feuilles flottant sur le porche. Je pouvais dire qu'il avait répété ces mots, non pas parce qu'ils étaient vides, mais parce qu'ils importaient. J'étais assis dans un club à manger des petits fours pendant que ma fille se mariait avec cette personne, a-t-il dit, je porterai ça pour le reste de ma vie. Je sais, ai-je répondu doucement. Tu peux entrer. Étienne vient de faire du café. Il est entré lentement, observant tout. Le studio en bas, le jardin par la fenêtre, les peintures sur les murs, dans le couloir. Il s'est arrêté. Une petite peinture était accrochée à côté des patères. Le 14 juin. Une étude précoce. 7 chaises remplies. 35 vides. Il est resté là longtemps. Puis il a fouillé dans le sac qu'il avait apporté et en a sorti un cadre. À l'intérieur se trouvait un certificat. Prix d'art régional de Bretagne. Mon nom dessus, daté d'il y a 12 ans. Le papier avait pâli. Je l'ai trouvé dans le grenier, a-t-il dit. Il aurait dû être au mur il y a des années. Je l'ai pris de ses mains et je l'ai laissé rester prendre un café. Les gens me demandent souvent si je leur ai pardonné. La vérité est que le pardon n'est pas un moment unique. Ce n'est pas quelque chose que l'on donne et on passe à autre chose. C'est quelque chose que l'on construit lentement. Certains jours, on avance. Certains jours, on s'arrête et on remet tout en question. Valérie m'a finalement envoyé une lettre, une vraie, manuscrite. Il y avait une phrase qui comptait. J'ai choisi ce jour exprès. J'avais peur que si ton mariage comptait, les gens cesseraient d'avoir besoin de moi. Je l'ai lu 4 fois. Puis je l'ai plié et l'ai placé dans mon tiroir de bureau. Ni jeté, ni exposé, juste gardé jusqu'à ce que je sois prête. Ma mère appelle une fois par semaine maintenant. Elle me demande des nouvelles de mon travail, des peintures d'Étienne, du jardin. Elle ne demande rien. C'est petit, mais c'est réel. Valérie et Cédric vivent maintenant dans un appartement loué. Cédric a recommencé dans une autre entreprise. Valérie a aussi trouvé un emploi. Son premier depuis des années. J'ai entendu dire qu'elle était bonne. J'espère qu'elle l'est. Quant à moi, je me tiens sur le porche arrière d'une maison que j'ai payée moi-même, regardant la lumière se poser sur le jardin. Étienne est dans le studio. J'entends le rythme tranquille de sa spatule. Monsieur Lambert sera bientôt là pour le dîner. La lavande que j'ai plantée au printemps a commencé à fleurir. 42 chaises, 7 personnes, 417 messages. En fin de compte, ces chiffres n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est ceci. J'ai cessé de compter les gens qui sont partis et j'ai commencé à valoriser ceux qui sont restés. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous aidé votre famille après tout ce qu'ils ont fait? Ou vous seriez-vous éloigné? Croyez-vous que le lien du sang devrait toujours primer, même quand il vous blesse? Certains appellent ça la loyauté, d'autres le respect de soi. Pour moi, ce fut le choix le plus difficile que j'ai jamais fait. Que choisiriez-vous? S'il y a une chose que ce parcours m'a appris, c'est que l'amour sans respect vous effacera lentement. Pendant des années, j'ai cru qu'être patiente, compréhensive, être là facile ferait que ma famille m'aimerait plus. Mais tout ce que cela a fait, c'est leur apprendre que je resterai toujours, peu importe comment j'étais traité. Et la leçon la plus difficile que j'ai dû apprendre fut celle-ci. Parfois, les gens que vous aimez ne vous choisiront pas. Et vous devez toujours vous choisir vous-même. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi appris que la famille n'est pas définie par le sang, mais par la présence, par ceux qui se tiennent à vos côtés quand cela compte le plus. Ces personnes sont venues à mon mariage, et pendant longtemps,
j'ai pensé que cela signifiait que je manquais de quelque chose. Mais je le vois différemment maintenant. Ces 7 personnes étaient ma vérité. Ce sont elles qui m'ont choisi sans hésitation, sans condition. Et en fin de compte, cela importait plus qu'une pièce remplie de gens qui ne sont là que par obligation. Il y a une sorte de force tranquille à s'éloigner de ce qui vous blesse. Même quand c'est familier. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Cela signifie que vous vous souciez enfin de vous aussi. Établir des limites n'est pas une vengeance. C'est une guérison. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'arrêter d'expliquer votre valeur à des gens qui refusent de la voir. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, remplacé ou traité comme si vous étiez facultatif, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas trop. Vous n'êtes pas assez. Vous étiez juste dans un endroit qui ne pouvait pas voir votre valeur. Et ce n'est pas là que votre histoire se termine. En ce moment, où que vous soyez, prenez une grande respiration. Peut-être sortez quelques minutes ou préparez-vous une tasse de thé chaud ou asseyez-vous simplement en silence et donnez-vous la permission de vous reposer. Vous avez porté plus que les gens ne le réalisent, vous méritez cette pause.